Hello, je vous retrouve en ce mardi, donc nous devons être le 17 septembre pour ouvrir un nouveau vlog. Je pense qu'il va être assez condensé parce que je vous ai déjà parlé de mes lectures de retour de vacances la dernière fois. Et puis là, j'ai juste commencé le tome 4 du Bâtard de Cossigan de Fabien Cerutti. Donc c'est le Testament d'involution, toujours aux éditions Folio SF. Une série que j'aime beaucoup. Et vu comment se terminait le tome 3, le marteau des sorcières, je ne pouvais qu'embrayer sur ce tome 4. En plus, Nemos m'a envoyé le tome 5 en numérique. Je devais l'avoir en papier. Malheureusement, le livre s'est perdu en route. Donc, ils me l'ont envoyé. Enfin, ils ont tardé à me l'envoyer en numérique. J'étais partie en vacances. J'ai eu des problèmes, beaucoup de problèmes pour télécharger. Et puis maintenant, je voudrais, voilà, j'avais recommencé à les lire. Le tome 4, par contre, je ne l'avais pas lu. Mais donc, je voulais vraiment embrayer sur ce tome 4 avant d'entamer le tome 5. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas m'en tenir rigueur au niveau de la... Voilà, du coup, le tome 5 est déjà sorti, mais voilà, avec les vacances, tout ça. Ça a pris un petit peu de retard, c'était pas prévu. Je me disais qu'ils m'avaient peut-être oublié et qu'ils n'avaient pas m'envoyé en numérique. Donc, du coup, c'est resté en stand-by. Voilà, donc c'est toujours aussi bien. On est dans une fantaisie historique, enfin, du fantastique historique plutôt, où l'auteur va placer son héros, le bâtard de Cossigan, Pierre Cordouin de Cossigan, en pleine guerre de 100 ans. Voilà, donc il est né d'un noble bourguignon et d'une femme qui était fille de cuisine. Donc, évidemment, il n'est pas aimé du tout par sa famille. Il a fondé une compagnie de mercenaires et il offre ses services ou plus offrant. C'est un personnage assez roublard que j'aime beaucoup, très charismatique aussi. Et en même temps, on suit son dernier descendant en 1899-1900 qui apprend qu'il avait un ancêtre assez illustre qui a laissé au notaire en charge de ses biens un jeu de piste où son descendant, Kergaël, doit retrouver un coffre. Donc il va partir enquêter pour retrouver ce coffre et pour découvrir qui était Père Cordouin de Cossigan. Bien sûr, il va mettre les pieds où il ne faut pas, ce qui va causer de nombreux dangers. Cette partie-là, on la voit sous forme de lettres qu'il échange avec ses amis, avec ses professeurs. C'est assez prenant et puis ça évolue au fur et à mesure des tomes. Ça devient de plus en plus intéressant parce que, bon, je vous l'ai déjà dit, mais ouais, il y a un truc qui me perturbait dans cette correspondance dans le premier tome, et enfin, ça s'explique à la fin du premier tome. Enfin, ça s'explique, oui, on comprend, mais en même temps, on se demande comment on en est arrivé là. Donc, petit à petit, on commence à avoir des réponses, donc c'est vraiment passionnant. J'adore. Là, ce sera la fin d'un premier cycle, donc je suppose que le suivant, le tome 5, qui s'appelle Un printemps de sang, donc qui pour l'instant est sorti chez Mnemos, va débuter un nouveau cycle. Sinon, j'ai pas... alors, au niveau ciné, il y a longtemps que je suis allée au ciné cet été voir Twisters, hein, qui, bon voilà, avec les tornades. J'avais vu le vieux film il y a très longtemps. Là, j'y suis allée avec les enfants, ils ont adoré. Bon, ça fait le job, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Voilà, c'est pas très profond, mais c'est pas ce qu'on attend de ce genre de film. On attend d'en prendre plein les yeux. C'était vraiment super bien fait. En plus, il n'y a pas de vocabulaire vulgaire, il n'y a pas de scène de smut. Il y a rien, je me suis dit, oula, j'espère qu'il n'y aura rien parce que il y a mes enfants qui regardent quand même. Mais non, c'était très bien pour emmener des enfants, c'était vraiment super. Là, j'ai commencé 5150 rue des Ormes, qui est un film adapté du roman de... Je vais pas retrouver son nom. Ah, est-ce que ça va être noté? Alors ça... mince, j'arrive pas à retrouver. C'est un auteur québécois qui écrit de l'horreur, qui est très connu. Patrick Sénécal, voilà, j'ai retrouvé. Donc voilà, donc c'est tiré du roman de Patrick Sénécal. J'ai demandé à la médiathèque, je pensais que c'était le roman, et en fait c'est le film, le roman ils l'ont pas. D'ailleurs, on a un peu de mal à trouver les romans de Patrick Sénécal. Je trouve que c'est pas évident, même sur le marché de l'occasion, ou alors ils sont hors de prix. Donc là j'ai commencé. Là en fait on a ce pauvre jeune homme qui se casse la figure avec son vélo dans une petite rue tranquille du Québec. Et du coup, il va frapper à la porte de quelqu'un pour demander de l'aide. Et là, il va se retrouver enfermé dans cette maison. La famille a l'air très sympatoche en même temps, hein. Enfin, c'est des fous, hein. Pour enfermer quelqu'un, il faut être fou. Mais voilà, il y a le père, la mère, une fille adolescente et puis une petite fille.
Et voilà, ils ont l'air comme ça, tout sympas, tout normaux. Ils sont là, ils l'invitent à leur table, ils lui parlent. Bon, bien sûr, il essaie de s'enfuir, là, ça se passe pas bien. Donc c'est assez effrayant, il y a ce décalage entre voilà, cette famille qui a l'air on ne peut plus normale et on ne sait pas trop pourquoi ils enlèvent des gens. Là, je viens d'assister à une scène qui est quand même assez perturbante. Et je pense qu'il cache quelque chose, notamment le père, pour faire ce qui explique la raison pour laquelle il fait ça. Et ouais, c'est pas mal. C'est prenant et puis c'est assez... Voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est assez réaliste. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Ensuite, bah, je vais vous montrer toutes les réceptions que j'ai eues depuis donc le dernier unboxing. Je vous l'ai fait le 2 septembre, donc j'ai eu pas mal de livres entre-temps. Je vais essayer de commencer par les services presse. Alors, j'essaie de les prendre dans l'ordre, ce qui va pas être chose facile parce que je les ai pas rangés. Je les ai pas rangés dans l'ordre. Service presse, j'en ai pas beaucoup. Pour l'instant, j'ai reçu... Alors, tout premier, j'ai reçu un soir de décembre, Mission givrée pour sauver Noël de Guillaume Dicaro. L'auteur m'avait contacté sur Instagram. Alors, c'est plus un livre jeunesse. Puis, il m'a demandé une chronique un peu plus tardive. Hein. Je ne vais pas la faire tout de suite puisqu'on va parler de Noël. Là, on est dans l'hôtel si particulier de la rue Saint-Vincent. Les préparatifs du réveillon de Noël vont bon train. Paul, Rose, Sophie et Jean n'imaginent pas à quel point la visite de leur oncle magicien va venir tout chambouler. Comment aurait-il pu croire qu'une boule de Noël, sortie tout droit d'un calendrier de l'Avent magique, allait les propulser dans une drôle d'aventure palpitante mais risquée. C'est un roman jeunesse à partir de 9 ans et je l'ai pris en me disant que je pourrais le lire avec mes enfants. C'est pour ça que ça m'intéressait. Je pense qu'on essaiera de se le lire tranquillement le soir. Ils aiment bien que je leur lise un roman. C'est vrai que je prends pas assez le temps de le faire. Donc les BD, ils les lisent, voilà, ils en lisent pas mal, ça va, mais les romans, c'est un peu plus compliqué. Donc comme là, c'est à partir de 9 ans, c'est pile dans leur tranche d'âge. J'ai reçu aussi, alors, une des dernières parutions des éditions Château d'Âme. Alors cette fois, c'est Messages créatifs de Coco Chanel de Marion Corrales. Alors c'est un peu sur le même système que Messages éclairés de Jane Austen, où c'est un livre oracle. En fait, vous avez des cartes à la fin que vous pouvez tirer voilà, pour faire une petite guidance dans la journée, on va dire, pour une petite réflexion, je pense, autour de Coco Chanel. C'est un personnage que je connais moins par rapport aux Sœurs Brontë, parce qu'ils ont écrit aussi, sorti un livre aussi sur les Sœurs Brontë, un sur Jane Austen. Mais voilà, je sais que c'est une femme qui a révolutionné quand même la mode et puis qui a allégé un petit peu la mode pour les femmes qui étaient jusque-là complètement corsetées, qui a eu un parcours quand même, je pense, assez, assez vivant, assez intriguant, assez palpitant. Je sais, je me rappelle avoir vu, c'était quand je regardais des trucs de Stéphane Bern avec, sur la royauté. Je sais qu'elle avait eu une liaison avec un comte russe qui avait fui la Russie suite à la révolution bolchevique. Voilà, bon, c'est peu de choses que je sais de Coco Chanel. Voilà, et vous avez toujours ce beau travail éditorial sur les tranches du livre que j'aime beaucoup. Voilà, c'est en noir et blanc avec le doré légèrement rose. J'adore. J'ai vu qu'il y en avait un autre qui avait sortir qui va être sur les Book Boyfriend. Donc ça va être sur les héros, je pense, de certains romans. Alors je sais pas si ça va pas être des trucs trop récents, trop jeunes parce que je connais moi, mais on verra bien. Il y a un autre roman aussi qui doit sortir, mais pour l'instant, personne ne l'a reçu. Enfin, du moins, les personnes que je connais ne l'ont pas reçu. Donc, à voir. J'ai reçu aussi, alors, une série que j'ai commencée l'année dernière, qui est Mirage Mémorise. Donc là, c'est l'arc 1, Rébellion, et l'épisode 3, Les Espoirs perdus. Je ne sais plus combien, c'est de SP de Croix, je ne sais plus combien de volumes sont prévus. Je me demande s'il n'y en a pas une quinzaine. Voilà, l'autrice avait commencé à les écrire dans une maison d'édition. Bon, je crois qu'elle a eu voilà, des maisons d'édition malheureusement qui ont fermé. Et là, elle a décidé de tout reprendre à zéro et elle les ressort un par un. Et j'aime beaucoup, on est dans une dystopie, un roman post-apocalyptique. La Terre est recouverte de désert et il y a une scission entre d'un côté les humains qui ont développé des dons, des pouvoirs et de l'autre ceux qui sont restés de simples humains. Donc évidemment, il y a ceux qui ont des dons, pour la plupart, ils voudraient s'emparer du peu de ressources qui restent sur la Terre et détruire le reste des humains. Et notamment, il y a une cité, je crois que si je me souviens bien, c'est la cité Mirage, où vivent des humains sans pouvoir, qui ont un dôme protecteur justement pour ne pas être embêtés
pour ne pas être assailli par, ceux qui ont les dons. Bon, après, c'est pas aussi simple parce qu'il y a des gens qui ont su des personnes assez jeunes. Hein. Ils sont pas forcément d'accord avec le chef de ceux qu'on appelle les télépathes, de ceux qui ont les dons. Voilà, donc il va y avoir des batailles, des complots, des relations qui vont se nouer, des secrets qui vont, voilà, qui vont apparaître au fur et à mesure. Et bah, j'ai hâte de lire, déjà au vu de la couverture. Et puis alors, je ne vous ai pas montré, mais je ne vais pas montrer, je le mettrai sur Bookstagram. L'autrice m'a envoyé plein de goodies avec, alors des petites affichettes des différents livres qu'elle a écrits, des marque-pages, un marque-page, vous savez, magnétique qu'on peut mettre sur les livres. J'en avais un ou deux avant, je ne sais pas où ils ont disparu. Je crois qu'on me les a piqués, je les ai jamais retrouvés. Il y a de belles illustrations. Je regarde parce qu'ils sont là-bas, j'aurais dû les prendre. Je vais aller les chercher vite fait quand même. En essayant de rien faire tomber. Vous avez un petit porte-clés comme ça, bon, qui fait très désert. Je sais pas si... Ouais, c'est un peu flou quand même. Qui fait très désert, j'aime beaucoup. Ce beau petit collier aussi, avec un soleil. Après, on est dans le désert, donc évidemment... hop. Voilà, qui est très sympa aussi. Et puis, bon, il y a plusieurs petites choses. Vous voyez, ça, c'est le marque-page métallique. Et puis, voilà, je trouve cette illustration est vraiment très belle. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer. Bon, j'ai une petite carte. Enfin, j'ai été gâtée, quoi. Voilà, un des personnages aussi de la série. Les marque-pages. Celui-là, je le trouve génial. Il fout les boules. J'adore. J'adore. C'est flippant à souhait. Voilà, celui-ci qui reprend la couverture, qui est vraiment très beau. Il est super beau. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà, vous avez ici l'autre, hop, un autre marque-page. Puis après, bon, bah, c'est plus, voilà, sur ce qu'a fait, bah, on a encore un ici, voilà. Ça, ce sont les premiers tomes, en fait. Donc, puis voilà, j'ai eu plein de belles petites choses. Une petite carte de visite dans un petit sachet en organza. Donc, franchement, c'est super. Je regarde si j'oublie pas une illustration. Voilà, j'aime beaucoup aussi celle-ci qui reprend aussi le tome 3. Voilà, là, ici, on a d'autres personnages. C'est super bien fait. Le truc est quand même assez costaud. Donc, j'adore. J'ai vraiment été gâtée avec une carte, une dédicace à l'intérieur. Je suis super contente. Ensuite, j'ai fait quelques achats. J'ai fait 2 brocantes et j'ai fait quelques achats, du coup. J'ai trouvé, alors la première que j'ai faite, j'ai trouvé un pierre bordage, comme j'aime bien pierre bordage. Je lui dis, tiens, celui-là, je ne le connaissais pas. C'est les Fables de Lumpur, c'est aux éditions J'ai lu Fantasy. Là, on est dans le pays de la Dorgne. Des êtres mi-hommes, mi-animaux perdent peu à peu leur patrimoine humain et s'enfoncent lentement dans la régression animale. Tribu dominante carnivore, communauté agricole servant de nourriture au clan prédateur, tous sont soumis par le clergé aux lois de l'Umpur, qui punissent de mort les mélanges entre clans et les comportements individualistes. Évidemment, on suit des personnages qui vont pas être d'accord avec cet état de choses et qui vont s'allier, donc ça va pas bien se passer. Ça, c'est une collègue qui m'en a parlé au boulot, Moriarty, voilà, qui reprend le personnage, célèbre personnage de Sherlock Holmes, hein, l'antagoniste de Sherlock Holmes. Mais apparemment, là, c'est pas forcément le grand méchant qu'on connaît. J'ai trouvé les 2 premiers tomes. Alors, c'est pas qu'ils faisaient les 2 à 4 euros, je crois. Et 3 à 10 euros. J'ai pas trouvé de 3e volume. Mes enfants ont trouvé des BD aussi, mais bon, c'était pas... on n'a pas réussi à trouver un 3e volume, mais ils ont pris des bandes dessinées aussi. Donc, je suis contente parce qu'ils lisent des bandes dessinées. Alors là, c'est au scénario Ryosuke Takeuchi et au dessin Hikaru Miyoshi, et c'est chez Kana. Je crois qu'il y a déjà pas mal de tomes de sortie, vous connaissez peut-être. Et la dernière brocante, j'ai trouvé que 2 livres, mais 2 livres, en fait, je connaissais la personne qui les vendait, parce qu'on a commencé à se suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et en fait, je me suis aperçue qu'elle habitait pas très loin de chez moi, donc de temps en temps, on se croise, et là, bah, elle tenait un stand, elle avait déjà vendu pas mal de livres, nous on est arrivé assez tard, et elle m'a dit, ceux-là sont vraiment super, et c'est des éditions Plume Blanche, je n'en ai jamais entendu parler. C'est Semblable de Julie Jotz. Je ne les ai jamais vus passer, pourtant je suis Plume Blanche. Alors après, j'ai pas suivi dès le début, mais je connaissais pas. On est encore dans du fantastique. À toi l'aîné, guerrier courageux et vaillant, fier protecteur de la cité et de ses enfants, que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la paix, celle que tu ne trouveras sans doute jamais.
À toi le cadet, à l'amour pur et sincère, seul à pouvoir enfanter, tu deviendras père ou mère. Que les dieux soient miséricordieux et t'accordent la fertilité, car sans elle tu es condamné. À toi le benjamin, dévoué et polyvalent, savant, artisan ou médecin, ta famille sera la cité dorénavant. Bon, je ne vais pas tout vous dire. Bon, ça ressemble un peu à une, je sais pas, une histoire de famille, de prophétie. Enfin bon, la personne qui les a vendus m'a dit j'ai eu un coup de cœur. Non, elle m'a dit j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, comme on lit un peu les mêmes choses, je me suis dit ouais, c'est bon. En plus, elle m'a fait un prix vachement sympa, 5 € les deux. Alors que pour un seul, c'est. Celui-ci coûte 15 € et celui-ci 18. Donc je la remercie parce qu'en plus, ils sont en super état. Mais ça ne m'étonne pas, elle prend soin de ses livres. Alors ensuite, j'ai fait des commandes. Alors j'ai reçu aussi en cadeau. Alors j'avoue que celui-ci, je savais que j'allais avoir un petit peu de retard pour le recevoir, mais je savais que j'allais le recevoir. C'est Les larmes de l'asphodèle de Noralec aux éditions Hurlevent. Ça doit être leur avant-dernière sortie. Là, il y en a un qui sort ou qui est sorti. Ils vont très vite, ils sortent trop vite leurs livres. Noralec, j'avais beaucoup aimé ce que font les filles à la nuit tombée. J'aurais beaucoup aimé lire des cendres sur tes mains qu'elle a édité aussi chez Hurlevent, mais qui malheureusement n'est plus trouvable en format papier. Donc au pire, je le prendrai en e-book. Et là, on va revenir sur le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Donc ça me tentait, j'avais beaucoup aimé la plume de Noralec. Voilà, je suis son compte Instagram et j'avoue que ses écrits m'attirent, son univers m'attire, donc je voulais vraiment découvrir celui-ci. Les éditions Hurlevent aussi, je vous avais montré plusieurs livres de chez eux. J'ai très envie aussi de découvrir davantage cette maison d'édition. J'en ai plusieurs de chez eux. Pour l'instant, je n'en ai lu qu'un seul parce qu'ils avaient organisé une lecture commune, mais voilà, j'espère avoir le temps de pouvoir caser celui-ci. Voilà. Alors je crois qu'on retrouve dans la même histoire, sauf qu'on va aussi retrouver Perséphone et Hadès, puisque Orphée descend aux enfers pour retrouver Eurydice, sa bien-aimée qui est décédée. C'est une réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice, de la mythologie gréco-romaine. Celui-ci, je ne l'espérais plus. J'avais lu le tome 1, j'avais énormément aimé. Malheureusement, la maison d'édition a fermé. Enfin, c'était un petit peu le chaos avec ces maisons d'édition. C'est Inceptio. C'est la suite. Alors, c'était Écarlate sous les cendres ou sous la cendre, je ne sais plus. Et le tome 2, c'est Écarlate dans la nuit de Elisabeth Cauchavort. Alors, Inceptio, c'était tenu par 2 personnes. Et du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est plus eux qui se sont occupés de la maison d'édition. C'était une émeu indépendante. Et ceux qui ont repris, il y avait encore quelques messages sur les réseaux sociaux, mais pas grand-chose. Et ceux qui étaient partenaires avec eux, ou je pense qu'on pouvait aussi prendre un abonnement et recevoir leurs nouveautés régulièrement. Je ne sais pas trop, je ne l'ai jamais fait. Ne savait pas ce qui s'était passé, demandait des nouvelles, mais personne ne répondait. On voyait quelques posts en plus, et puis du jour au lendemain, on a appris que la maison fermait. Donc voilà. Je ne sais pas si les premiers je crois que c'était Ophélie et Guillaume, qui avaient ouvert cette maison d'édition, on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté. C'est ça qui est un peu... je trouve que vis-à-vis des gens qui travaillaient avec eux, ça aurait été bien de le savoir. On ne sait pas si... Voilà, si... Est-ce que la maison d'édition ne se portait pas bien? Est-ce que c'est... Voilà, c'est très dur de tenir une maison d'édition... Voilà, surtout quand c'est une émeu indépendante. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est un peu le mystère. Et j'avais été voir le compte Instagram de l'autrice et elle disait, malheureusement, pour avoir le tome 2, elle dit, vous pouvez essayer de passer par Inceptio, mais c'est pas sûr que vous allez la voir parce que voilà, c'est en train de fermer, c'était le gros bazar, quoi. Et effectivement, j'avais regardé un peu sur les sites internet, je ne le trouvais pas. Et à la librairie, ils m'ont dit, non, on l'aura pas. Et puis, tout compte fait, ils ont réussi à l'avoir. Donc, quand ils m'ont appelé, j'ai dit, j'étais trop bien. J'étais super contente. Donc, je suis super contente. J'ai pouvoir. Alors, ce ne sera pas en 2 tomes, par contre. Donc, je ne sais pas l'autrice, comment elle va faire pour la suite. Est-ce qu'elle va être reprise par une autre émeu? Est-ce qu'elle va passer en auto-édité? Bon, affaire à suivre. Mais en tout cas, je suis déjà contente d'avoir ce tome 2. Le reste, je pense que c'est que du Momox. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Momox. Je suis encore lâchée sur Momox. Mais en plus, ils font toujours, vous savez, la petite newsletter où ils vous font 10, 12, 15% supplémentaires. Comment résister? Et j'ai trouvé enfin une couronne de lierre et de verre que je voulais lire depuis un moment, que je ne trouvais pas d'occasion. C'est chez les éditions Olam. Je ne sais plus à quel groupe ils appartiennent. C'est de Claire Legrand. Là, on suit Sheima Ashbourne, qui a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux, pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée.
Son père et sa sœur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Ça, je m'en souvenais parce que si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. C'est un petit peu embêtant quand vous faites partie d'une prestigieuse famille de magiciens, voilà, et d'un monde où la magie est prédominante, de ne pas avoir de pouvoir vous-même. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de scènes de meute. Je pense pas dans Olympe, je crois que c'était plus chez d'autres maisons d'édition. C'est pas noté, c'est pas noté. Peut-être à l'intérieur. En tout cas, ça fait un moment qu'il me tentait, un bouton qu'il... Enfin, il y a un bouton qu'il est sorti, ça fait pas 10 ans non plus, hein, mais voilà, il me tentait pas mal ce roman. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai pris aussi, je continue un peu dans ma collection des romans de chez Argile, le Crépuscule, pardon, de Briareus, de Richard Cooper. C'est pareil, c'est une maison d'édition indépendante que j'ai envie de découvrir un peu plus, qui propose des choses, je pense, assez intéressantes. Là, nous sommes à une époque où les étoiles meurent aussi, suite à l'explosion de la supernova Briaros Delta, située à 132 années-lumière, la vie complètement chamboulée sur Terre. Alors que se succèdent tempêtes et typhons, prémices d'une nouvelle ère glaciaire, l'humanité se découvre soudain stérile. Les unes après les autres, les sociétés humaines s'écroulent, victimes de dérives autoritaires autant que d'un effondrement philosophique. Car que faire dans un monde sans avenir, vidé du rire des enfants? Et on va suivre Margaret et Calvin, qui vivent dans le sud de l'Angleterre tant bien que mal. Bon, c'est le côté post-apocalyptique qui m'avait beaucoup plu dans ce roman. Puis j'avoue aussi, la maison d'édition me tentait beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu... je l'ai eu d'occasion. Ça, j'aime bien quand vous commandez des livres d'occasion et vous avez le marque-page dedans. Il est à l'envers, non? Non, il n'est pas à l'envers. C'est que du bonheur, ça. J'adore, j'adore. C'est super. Une fois, j'avais récupéré ce qu'on appelle des overlays, là, qui sont des illustrations, mais qui sont un peu transparentes, qui sont dans le livre. C'était dans le livre, c'était super. Ensuite, pour compléter un petit peu, je me suis dit, bon, là, il n'y a pas, il faut que je complète un peu quand même, pour finir une trilogie. Donc, c'est pas grave, c'est un peu glissé, ils sont pas tombés de très haut. Je me suis dit, je vais le prendre quand même pour essayer de finir cette trilogie. C'est la trilogie Fire and Frost. Là, c'est le tome 3, Les Ténèbres, de Ellie Blake, c'est chez les éditions Corrigan. Voilà, j'avais commencé, j'ai lu déjà les 2 premiers que j'avais reçus en service presse. Là, malheureusement, ils ne proposent plus beaucoup de services presse. Ils ont leurs partenaires et voilà. Après, c'est un peu compliqué. Après, moi, je sais aussi que, voilà, je pense qu'ils ciblent les contes qui lisent énormément de romantaisie. Moi, comme je ne lis pas que de ça, bon, on sent que j'ai eu le coup aussi concernant des romans policiers. Je lis moins de romans policiers, donc du coup... Là, j'avais été contactée pour en recevoir un, et puis tout compte fait, je ne l'ai toujours pas, donc à mon avis, je peux faire une croix dessus. Bon, c'est pas grave, au pire, je l'achèterai. Mais voilà, je vois bien mon compte, il n'est pas que purement policier, il n'est pas que purement romantaisie. En fait, alors c'est les ME, pas les auteurs en auto-édité, j'ai absolument pas ce problème, hein, je vous ai dit, hein, là, je relis pas mal d'auto-édité, et j'en suis vraiment contente, et j'ai vraiment pas ce problème. Mais alors, avec les ME, on a l'impression qu'il faut être dans une catégorie, quoi. Sauf si vraiment vous êtes un gros compte, une grosse chaîne, là, évidemment, pour eux, c'est toujours intéressant, même si c'est pas votre genre de lecture, ils vont vous l'envoyer pour que vous fassiez de la pub pour leur livre. Mais sinon, bah, voilà, vous êtes catégorisé et... Du coup, bah, ils proposent de toute façon moins de SP, mais bon, de toute façon, les derniers que j'avais demandé, je les ai pas eus parce que, voilà, je sais pourquoi, parce que je lis pas que de la romantaisie, hélas. Donc ça, c'était une des séries que j'avais commencé, et c'est bien, c'est une trilogie, parce que j'ai commencé une autre série qui s'appelle Le Destin, je sais plus. Enfin, c'est Blood Bond, Savage Bonds, et là, le tome 3 est sorti. C'est de la lecture de divertissement, hein, ça va pas révolutionner le genre, c'est de la romantaisie, c'est... Voilà, c'est vraiment du pur divertissement. Et bon, ça fait du bien, de temps en temps, on en a besoin aussi. C'est pas prise de tête. Voilà. Par contre, l'autre série, moi, ce qui me pose un peu souci, c'est qu'elle est en 6 tomes. Donc, je me dis, est-ce que je vais lire les 6 tomes? Je ne sais pas si un jour, ils vont les sortir en poche. Corrigan, ils ont fêté leur 1 an déjà, il y a 2-3 mois. Est-ce qu'ils vont un jour les sortir en poche? Ça m'intéresserait, j'avoue. Parce que ça fait beaucoup, 6 poches. Surtout que j'ai une autre série 2 aussi que j'ai commencé. J'ai d'autres tomes 1 aussi que j'ai acheté, mais j'ai pas acheté les autres parce que je voudrais lire les tomes 1 avant. Puis alors, c'est vrai qu'ils ont
une façon de communiquer au niveau promotion, publicité. Là, à la rentrée, vous étiez, mais on voyait partout leurs nouveaux romans. En plus, ils font des collectors avec jaspage, hardback qui sont magnifiques. Mais vous les voyez, vous avez qu'une envie, c'est de tous les acheter. Donc moi maintenant, voilà, de toute façon, j'ai pas le budget pour acheter tout ça, et je me calme, je dis, attends, il y en a, tu as le tome 1, tu n'as même pas fini leur série, tu te calmes. J'essaie de me raisonner de plus en plus quand même à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle pas mal de surconsommation sur Bookstagram, sur BookTok, tout ça. Et je pense que les gens commencent, moi aussi, hein, même si je fais encore mon mouton et que je vais quand même encore acheter des reliés collector, hein, je me connais, mais je prends de plus en plus de recul. Je me dis, bon, stop, arrête, quoi. Je sais qu'il y en a, je vais les prendre en collector, j'en ai repéré, mais il y en a d'autres, je me dis, c'est bon, t'arrêtes là. Et le brochet est très beau aussi, généralement, en plus. Des fois, le brochet est même plus beau que le collector, et il faut arrêter cette course au collector un petit peu. Alors, si on peut se l'offrir, tant mieux, je dirais. Voilà, c'est un plaisir, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas forcément le budget pour. Et puis, à la limite, je préfère peut-être garder, voilà, pas tout dépenser. Surtout qu'il y a de plus en plus d'écart, je trouve, entre les brochets et les collectors. Au début, il y avait 2, 3, 4 euros. C'est passé à 5. Maintenant, c'est à 7, 8, des fois 10 euros. Bah, ça fait mal quand même. Donc, j'essaie de me calmer. C'est vrai que ça interroge un peu aussi sur la surconsommation de livres, tout ça. Donc, il y a pas mal de vidéos qui circulent en ce moment. J'en ai vu une l'autre jour sur Booktube. Je n'ai pas retenu le nom de la booktubeuse, malheureusement. Et je trouvais ça très, très, très intéressant. Elle parlait de unhaul aussi, parce qu'apparemment, il y a pas mal de vidéos. Enfin, moi, j'en ai toujours vu. Mais des unhaul, c'est-à-dire, c'est les gens qui retirent des livres de leur médiathèque. Elle avait du mal à avoir ce réflexe d'enlever des livres de sa médiathèque. J'avoue que je suis comme elle, et notamment là j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Je suis pas sûre que ce soit des livres vers lesquels je vais retourner, parce que je les ai depuis longtemps, et ça correspondait à une période de ma vie où j'aimais ce genre, mais plus forcément maintenant. Mais j'arrive pas à les revendre ou à les donner, parce que je me dis, je les ai pas lus, et ça fait trop suer de redonner des livres que j'ai pas lus. Mais bon, c'est vrai que j'ai un travail psychologique très important à faire avant de me décider. Mais là, je suis en train de me dire, bon, j'ai des cartons déjà que je dois passer, je dois regarder si je peux les revendre. Je dois déjà m'occuper de cela. Et je crois qu'après, je vais peut-être essayer de faire un petit tri petit à petit, tout doucement. On verra bien. Donc, en tout cas, Fire and Frost, on est dans un monde imaginaire, pareil, influence médiévale, où le monde est scindé entre ceux qui contrôlent la magie du feu et ceux qui contrôlent la magie de la glace. Et on va suivre l'héroïne Ruby, qui, voilà, dans le premier épisode, elle vit tranquille dans un village, elle n'a pas de magie, son village est attaqué, et son pouvoir va se réveiller. Elle va se retrouver dans les geôles du roi de l'Empire de Glace. Et puis là, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui proposer de faire tomber ce roi qui, pour lui, est trop despotique. Bon, évidemment, c'est de la romantisie. Il y aura une relation, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est une relation slow burn et qui n'empiète pas trop sur l'histoire. Encore une fois, je dirais que ça peut être lu par du young adulte pour le coup, parce qu'il n'y a pas trop de violence, il n'y a pas de scène de smut. L'écriture se lit très bien, voilà, par un vocabulaire hyper développé, donc une bonne lecture détente. Alors là, ceux-là, j'ai cherché, quand je l'ai trouvé, je dis, ah, enfin! C'est des livres qu'ont édité les Moutons électriques, où ils mettent en scène des autrices du 19e siècle qui se retrouvent à combattre des créatures fantastiques. Là, nous avons Anne Radcliffe contre les vampires, c'est de Paul Féval. C'est dans leur collection Les Saisons de l'étrange. Ah, par contre, ils en ont plein qui n'ont sorti qu'en e-book. Donc, je pourrais les avoir qu'en e-book. Mais là, ils en ont sorti. Il y en a un qui est sorti, c'est Jane... Non, pas Jane... Si, Jane Eyre. Oh, je ne sais plus. Contre la momie. Ou les Sœurs Brontë contre la momie. Il y a Jane Austen. Il y a... Voilà. Et puis ils ont mis de nouvelles autrices, mais qui sont peut-être plutôt, que je connais moins aussi. À chaque fois, voilà, le combat des monstres. Donc, ça doit être assez, je pense, assez rigolo, assez décalé. Bon, Anne Radcliffe, j'ai lu qu'un livre d'elle. Je ne suis pas accrochée du tout. Mais par contre, il y a les sœurs. Mais là, vous voyez le format, ça va se lire tout seul. Ça doit être, voilà, une sorte de combat de créatures fantastiques. Moi, j'adore. Et puis, je verrai bien, parce que là, j'aimerais bien aussi ceux qu'ils ont sortis en format papier. J'aimerais bien me les procurer, mais je pense que ça va être compliqué de les trouver d'occasion. Pour finir avec les romans,
Celui-ci, j'ai fait plusieurs fois que j'en entends parler sur Booktube, donc je me suis décidée à l'acheter. C'est Druide de Olivier Perru aux éditions J'ai lu. Non, c'est ça, J'ai lu, oui. Où voilà, on suit les druides qui règnent sur une forêt primordiale et sacrée sise au cœur du monde. Détenteurs d'une sagesse millénaire, ils sont les gardiens du pacte ancien, dont le respect garantit la paix entre les peuples. Mais un crime de sang d'une violence inouïe met en péril le fragile échiquier politique des royaumes du Nord. Le druide Obrigan, aidé de ses 2 apprentis, ne dispose que de 21 jours, pas un de plus, pour élucider les circonstances du drame, faute de quoi une guerre totale éclatera. Alors d'après ce que on dit les booktubeuses qui l'ont lu, c'est assez violent quand même, hein. C'est-à-dire que voilà, on est à l'époque des druides, donc ils font pas dans la dentelle. Donc ça doit être... Mais j'avoue que la façon dont ils en ont parlé, ça m'a fortement tenté. Je suppose que ça représente l'Angleterre. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas si on est dans un monde imaginaire ou si on va être dans un monde, voilà, dans l'actu, alors au Royaume-Uni de l'époque ou dans la France de l'époque, hein, puisque c'est là qu'étaient les druides essentiellement. J'aime beaucoup, je n'avais pas vu, il y a un dolmen aussi. La couverture est super belle. Et ensuite, ce vlog parti comme il est, je vais vous faire qu'une vidéo parce qu'il va être trop long. J'ai continué une série de mangas. Bon, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est pas grave. Je me suis dit, une réécriture de Dracula, ça va me plaire. C'est #DRCL, Midnight Children, tome 2. Alors, c'est de Shinichi Sakamoto. Et c'est aux auditions Kiun, voilà, qui est une réécriture de Dracula. Mais je pense qu'on va surtout se pencher sur les personnages féminins. Alors j'aime beaucoup, hein. En fait le livre n'est pas abîmé, hein. Ils ont donné un côté vieillot, ancien, qui est presque grimoire. Il n'a pas été plié ni rien, hein. C'est vraiment, voilà, il donne cette tournure-là au livre pour lui donner, je pense, un côté justement gothique. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Alors je crois qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis de toute façon pour le moment. Donc je ne vais pas dire que je suis à jour parce que je ne les ai pas lus. Mais voilà, je suis contente de l'avoir trouvé aussi d'occasion. Et celui-ci, j'avoue que j'ai hésité à y aller parce que, voilà, les trucs qui concernent les enfants, on parle de maltraitance physique, psychologique, j'ai un petit peu de mal. J'en ai tellement entendu parler en bien que je n'ai pas résisté. Donc j'ai pris Les Liens du sang, tome 1 et 2. Alors c'est de Shuzo Oshimi, c'est aux éditions Kiun, encore, hein, c'est un seinen, hein, donc pour adultes. Et c'est la photo, les photos sont toutes belles, hein, elles sont toutes douces, la mère fait toute douce avec le petit garçon, et apparemment il y a une relation très toxique entre la mère et l'enfant. Je sais que Eve Lecture en avait parlé, mais il y a d'autres, j'en ai entendu parler sur d'autres chaînes aussi. Et elle m'a donné très envie de le découvrir, donc à voir. Je suis curieuse de voir. J'ai feuilleté un peu, il y a des scènes qui sont un petit peu étranges, rien qu'en feuilletant. Bon, si ça ne me plaît pas, de toute façon, je ne les garderai pas si c'est trop dur pour moi. Voilà, je vous laisse ici, je suis déjà à 32 minutes, c'est bien, de vlog. Donc je vous reprendrai, je pense, quand j'aurai fini ma lecture du Bâtard de Koshigan, tome 4. Et puis, je vous dis à très bientôt, du coup. Bye bye! Hello, nous sommes le lundi 30 septembre et je reviens quand même pour clore ce vlog. Je n'ai pas eu le temps jusqu'ici. Je vais vous parler un peu de mes dernières lectures. J'étais restée sur le testament d'Involution, le tome 4 du Bâtard de Koshigan aux éditions Folio SF en poche et en grand format aux éditions Mnemos. Que j'aime toujours autant, et du coup j'ai embrayé. Alors ça termine un cycle, donc on a une partie des réponses à nos questions, mais pas tout, et ensuite j'ai embrayé sur le tome 5 qui s'appelle Un printemps de sang et qui débute un nouveau cycle où là on va se retrouver plus de 20 ans plus tard. Là on va retrouver notre Pierre Cordouin de Koshigan, dit le bâtard. 20 ans plus tard, il est retourné dans son pays natal, la Bourgogne, hein, même si là-bas, il n'est pas du tout aimé, hein. En plus, je le redis au cas où vous ne l'auriez pas suivi, mais voilà, il est né d'un noble bourguignon et d'une fille de cuisine. Même s'il a été reconnu par son père, il est toujours considéré comme un bâtard, et il a fondé sa propre formation de mercenaire, en fait, et il vend ses services au plus offrant. C'est toujours un personnage très charismatique. Là on le retrouve 20 ans plus tard avec toujours autant de questions, et nous aussi autant de questions sur ce personnage, un petit peu moins sur son descendant, le dernier de ses descendants, Kergael de Koshigan, qu'on retrouve au début du XXe siècle, au tout début. Voilà, ça se terminait, le tome 4, on avait nos réponses. Voilà, là, on n'a pas tout dans les détails. On a la plupart de nos réponses. C'est pareil, au tout début du
du tome 5. Même si je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas, dans les autres tomes, on avait voilà, des lettres que Kergaël de Kossighan, fin 19e, début 20e, envoyait à ses amis, à ses professeurs, pour essayer de résoudre l'énigme, enfin les énigmes autour de son illustre ancêtre. Là, on l'a pas, on a vraiment épilogue et prologue, mais on n'a plus au milieu, puisqu'on a eu pas mal de réponses avec la fin du premier cycle. Et là, on va reçu encore notre bâtard de Kossighan qui se met pas forcément dans une situation facile en retournant dans son pays. Donc, il s'est passé plein de choses, notamment au niveau de la compagnie qu'il dirigeait, voilà, au niveau, encore une fois, des jeux des alliances. En ce qui concerne aussi la guerre entre la religion chrétienne et les anciens rites païens, les anciennes religions, puisque nous sommes dans un historique fantastique où il existe des créatures surnaturelles telles que les elfes, les faées, des druides, des métamorphes, voilà, tout plein de créatures comme ça qui rendent le récit encore plus intéressant. Mais bon, il y a encore plein de choses qui restent en suspens, donc il va falloir attendre. J'espère qu'il ne va pas être trop long à lire la suite. Donc ce qui fait que pour cette saga-là, au miracle, je suis à jour. Voilà, donc c'est merveilleux. Sinon, j'ai attaqué ensuite le tome 5 du Nouvel Ordre, tome 4, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vais être au tome 5. Le tome 5 qui sort en novembre. Si je dis pas de bêtises, ça doit être novembre. Le Nouvel Ordre Animal, tome 4 de Julie Bognaud, qui est un post-apo, mais publié sous forme de feuilleton, comme ça, vous avez régulièrement les petits formats comme ça, donc ça donne un petit côté toujours très addictif à la série. Et puis, voilà, là on continue à suivre Léonie qui a eu, voilà, qui était enceinte au tout début de l'histoire. On est dans un monde post-apocalyptique où les gens vivent sous des bulles, et voilà comme ça, à l'arrière, pour se protéger du monde extérieur, et notamment des animaux qui se sont tous retournés contre les hommes. Et là, elle va être une fois encore obligée d'aller à l'extérieur avec le chef du commando, Stan, qui est le bras droit du dirigeant de la bulle dans laquelle ils vivent. Puisque dans ces bulles, il y a toujours ce clivage entre ceux qui ont le pouvoir, qui sont riches, qui vivent dans les tours, ce qui reste des tours, et puis ceux qui vivent dans des bidonvilles au pied de ces tours. Voilà, donc il y a toujours ce clivage. Et puis on va faire pas mal de découvertes. Et en plus, l'autrice va nous rajouter un événement qui va encore chambouler pas mal de choses au sein de la bulle. Voilà, on commence à avoir des petits trucs sur l'extérieur et paf, elle nous remet des trucs sur ce qui se passe dans la bulle et on se dit, oh là, on va aller où là? Donc voilà, donc du coup, on a des réponses, on a quelques réponses puisqu'il y a toujours des flashbacks sur ce qui s'est passé avant. Voilà, on a un début de réponse, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent à chaque fois, ce qui fait que pour l'instant, la série est toujours très addictive et très prenante, et franchement, je ne m'en lasse pas. Donc, je ne vais pas trop vous en parler, parce que c'est pas un point lecture non plus. Ensuite, j'ai attaqué, j'avais reçu en service presse Sylphide de Tiffaine Bleuven aux éditions Château d'Âme. J'adore toujours leur... magnifique. Là, on est vraiment dans une histoire... Oh, il a pris un coup. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui donnais un coup, en plus, parce que je ne l'ai pas reçu comme ça. Bref, donc, on est dans une histoire, alors, très romanesque, très, très romantique, voilà, très fleur bleue quelque part, mais avec un côté très sombre. On va suivre Roxane, dont le petit ami fait de l'urbex, et ils vont se rendre dans un château. On voit ici le château. Et elle va découvrir le portrait représentant ce jeune homme... comment qui... Mince, j'ai pas retrouvé son nom. Ah, ça m'énerve. C'est pas Ereb. Ça, c'est dans un autre roman. Je crois que c'est un prénom qui ressemble. Alors, évidemment, je tombe à chaque fois sur Roxane parce qu'on va alterner les points de vue entre Roxane et Eben. Eben, c'est le nom du... Voilà. Ça ressemblait à Eren, c'est pour ça que j'ai confondu. Eben, et voilà, va découvrir un portrait de ce jeune homme qui date du XVIIIe siècle. Sauf qu'elle est la seule à le voir, ce portrait. Et puis finalement, il va y avoir des choses étranges qui vont se dérouler ensuite dans sa vie. Voilà, on sent que lui voilà, est très attiré, mais est-ce que ses intentions sont vraiment pures? On ne sait pas trop. À savoir que, bon, vous voyez au titre déjà, les sylphides sont des créatures fantastiques. Et qu'est-ce qu'il veut exactement à Roxane? Alors, il y a pas mal voilà, de retournements de situation. C'est-à-dire qu'elle lui fait confiance et en même temps, elle se demande si elle peut. En même temps, elle a son petit ami aussi. C'est quelqu'un...
de très anxieux. En plus, Roxane, qui a pas eu beaucoup d'amour de la part de ses parents, qui a rompu tout lien avec ses parents, mais qui est resté proche de sa sœur. Bah, je ne vais pas vous dévoiler le pourquoi, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais voilà, donc elle est assez quelqu'un de très anxieux qui se repose pas mal sur son petit ami Hans, donc elle ne veut pas non plus le trahir. Et en même temps, elle est attirée par lui. Et on se demande s'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'ils étaient appelés à vivre l'un avec l'autre. Donc voilà, c'est très, voilà, c'est vraiment de la romance, hein. Oui, il y a cette part de fantastique, puisque effectivement, il y a ce jeune homme qui vient du XVIIIe siècle, qui apparaît en plein XXIe siècle. Voilà, puis on va parler des sylphides, évidemment. Mais c'est pas la part la plus importante. C'est vraiment une romance. Alors, si vous n'êtes pas trop romance, bon, ça va pas forcément... C'est pas forcément ce qui va plus vous attirer. Euh, Romantaisie, je sais pas trop, parce que oui, il y a un peu de fantastique, mais pour moi, ça tourne vraiment autour de la romance. Donc, même si vous êtes amateur de romantaisie, bon, sachez-le, on est vraiment sur une romance avec une fin qui est quand même assez sombre malgré tout, alors que ça fait presque... ça fait très, ouais, très romantique au début. Voilà, il se cherche, il se trouve, il se décherche. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est un peu comme ça tout le long du roman. Et la fin est quand même assez sombre. Il y a l'apparition d'autres personnages aussi ou de personnages secondaires qui vont prendre une place plus importante. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a pas mal de rebondissements. Et puis j'ai enchaîné, alors celui-ci je viens juste de le commencer, donc je ne vais pas trop vous en parler. Eco Warrior de Jean-Marc Ligny. Alors c'est le label Mu, c'est des éditions Nemos aussi, je dis pas de bêtises, oui, c'est le label Mu, les éditions Nemos, je sais plus à force. Voilà, et c'est la première fois que je crois que je lis, enfin dans mon souvenir, donc là j'en ai lu depuis, il y a longtemps que j'en ai pas lu. Là on va suivre, on est dans un futur pas très lointain, et on va suivre deux jeunes ils vont créer ce qu'ils appellent les éco-warriors, où ils vont décider de lutter pour l'écologie, alors pour des raisons différentes. La première, c'est Fiora. En fait, son mentor est très gravement blessé lors d'une manifestation, alors que lui, c'est quelqu'un de très pacifique. On va suivre de l'autre côté Malik, dont le père travaille dans une usine de fabrication de plastique. Alors, je vous dis pas le taux de pollution, quand ils expliquent un petit peu comment c'est fabriqué, on se dit purée, même son père il travaille là-dedans, enfin il rentre, il sent l'espèce de plastique là, tout dégueulasse, enfin c'est bon. Bref, c'est ouais, vraiment, on voit le plastique différemment, même si on sait que c'est pas top. Déjà, c'est vrai, quand on voit voilà, comment c'est fabriqué, c'est pas génial. Puis malheureusement, son père va décéder, alors qu'il est en train de réparer une machine. Puis bon, c'est lui qu'on... Je vous spoil pas, hein, c'est la quatrième de couverture. Alors qu'il est en train de réparer la machine, et en fait, lui, il voulait qu'on arrête la machine. Mais son supérieur a refusé parce que ils avaient beaucoup de plastique à produire, ils allaient perdre de l'argent, ce qui va créer un accident, évidemment. Son père va mourir, donc les deux... En plus, je vous dis pas le fait que une partie de l'usine explose, ça déverse toutes ces saloperies. J'ai eu l'impression d'être un peu dans le téléfilm Tchernobyl à un moment, hein. Bon, évidemment, là, c'est un peu moins grave, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui tombent malades, les gens les plus fragiles ne doivent pas sortir de chez eux. Voilà, l'air est quand même complètement pollué. Et voilà, ces deux jeunes gens vont se rencontrer et vont décider de créer Eco Warrior. Et je ne sais pas ce que ça va donner, parce que là, ils sont jeunes, hein, et je me dis, purée, ils sont pleins d'idéalisme, et finalement, ils vont se fracasser sur la réalité, et ça risque d'être dur. Mais je ne sais pas trop, on verra. Sinon, dans mes réceptions, dernièrement, j'ai reçu en service presse Solum de Jacques Aubin, livre 1. J'adore la couverture. J'adore. Je la trouve trop belle. Là, on va suivre un paysan qui va apparemment, alors au Moyen-Âge, qui va perdre les gens qu'il aime. Et pour se venger, il décide d'intégrer une section spéciale de l'Inquisition. Alors, vu le dessin, je pense qu'on va peut-être tendre vers du fantastique. Je ne sais pas s'il y aura de l'horrifique. En tout cas, je l'avais vu passer une chronique sur Bookstagram qui m'avait énormément tentée. Et comme j'ai vu que l'auteur cherchait des chroniqueurs, j'ai bondi tout de suite. Je dis, oh là, il faut que je le lise, celui-là. Il a vraiment l'air trop bien, quoi. Voilà, ouais, c'est une branche secrète de l'Inquisition, donc je ne sais pas vers où on va aller, si on va aller vers de l'horreur, du fantastique, ou tout simplement de l'historique.
Je ne sais pas. À voir. J'ai reçu aussi en service presse le pendentif Lys Barrien. Là, c'est Nat Daniel, donc c'est l'autrice qui m'avait contacté. C'est le premier extrait des légendes des trois provinces. On va encore être dans de la fantaisie. On va suivre Catel qui arrive dans la capitale du royaume où elle est parfaitement heureuse. Elle est entourée de nouveaux amis, découvre le petit monde des gnomes et ressent ses premiers émois amoureux. Même son plus grand rêve de devenir mage semble enfin se réaliser. Mais derrière les apparences se cache un mal pernicieux et les gens qui l'entourent ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être. Elle va apprendre à ses dépens que la magie présente différentes facettes dont certaines sont terrifiantes. Donc là, on est dans un monde de fantaisie. Hein, clairement. Waouh, c'est écrit grand. C'est écrit grand, j'avais pas vu. Le livre est un format un peu plus petit, mais il est écrit grand. Voilà, celui-là, bon, ceux-là, j'ai pas vraiment de date précise pour les lire. Bon, après, je vais pas les traîner non plus sans ces temps. J'ai eu la chance, alors deux fois d'affilée, en 2-3 semaines de temps, il y avait des concours d'organiser sur Bookstagram où ceux qui ont un compte, par exemple, vous participez au concours, vous font gagner soit deux poches d'une valeur de 20 euros, soit un format d'une valeur de 20 euros. Et j'ai gagné 2 fois de suite. Pas la même personne, hein, je vous rassure, mais je ne gagne jamais. Des fois, je participe même pas. Là, j'ai participé, j'y pensais même plus, j'ai été surprise. Alors, il y en a encore un que j'ai pas reçu, et j'ai reçu celui-ci. Du coup, il fallait que je donne une liste des livres qui m'intéressaient. Je ne savais pas lequel j'allais recevoir. Et c'était la surprise. Et n'empêche, c'est là que vous vous rendez compte que pour trouver des livres à 20 euros, bah, oui, le prix du livre, il a augmenté, mais c'est vrai que c'est compliqué. Vraiment, soit vous êtes obligé de descendre, soit c'est fou hein, quand même comment le prix du livre a augmenté. Mais en tout cas, j'ai reçu de la part des livres de Macat, Avant que le diable ne te trouve, de Autumn Cross, chez Sabran. Lecture parfaite pour l'automne. Déjà vu la couverture et vu le nom de l'autrice, voilà, c'est parfait. Alors là, apparemment, on va plonger dans une légende américaine que je ne connais absolument pas. On est en 1836 dans le Wisconsin. Catalina habite avec son frère et son père dans une cabane à la lisière de la forêt. Ici, la poésie d'une vie au contact de la nature a été peu à peu remplacée par la dureté du besoin de survivre. Un jour, un être terrifiant, tout droit sorti d'un conte, surnommé l'homme de Sèvres, les attaque et enlève son frère avant de disparaître dans la forêt. Donc Catalina part à la poursuite de cette créature pour libérer son frère. Un voyage au cœur de l'étrange qui regorge de pommes empoisonnées et de pactes avec le diable. Un mélange de folklore, et de poésie et d'horreur. Ça, ce qui m'avait tenté, c'est le mélange de... Parce que la couverture, sur le coup, je sais pas. Enfin, en même temps, quand on la voit en vrai, elle est un peu plus sympa. En plus, je sais pas si vous voyez, il y a une main là, avec des feuilles et tout. Là, vous avez des pommes croquées à certains niveaux. Ça fait penser à Blanche-Neige, mais bon, c'est comme si un truc américain, ça vient du folklore américain, ça pense pas que ça ait un rapport avec Blanche-Neige, mais ça a l'air très étrange, ou peut-être qu'il y a un mélange des genres, je sais pas trop. Le côté horrifique voilà, m'appelait aussi. Et puis, voilà, le fait que ce soit du folklore, le fait que, voilà, on parle de l'automne en plus, de la nature, encore une fois, je me suis dit... Ça, c'est bon. Donc, merci beaucoup au livre de Macat de m'avoir offert ce livre. Sinon, j'ai encore craqué. Bon, j'arrête pas en ce moment. De toute façon, c'est terrible. Je me suis acheté, je l'ai eu en service presse numérique. Je le voulais en version papier. C'est La Bénie de Césarée. Je vous en avais parlé. Un livre génial. Il doit y avoir 4 tomes en tout, je crois. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4, mais il me semble que c'est 4. Le prochain sort au printemps 2025. Et... trop beau déjà, il est vraiment très très beau. Et voilà. Et j'ai tellement aimé le livre, c'est pas seulement pour la beauté du livre, hein, c'est aussi parce que l'histoire m'a énormément plu. C'est parce que j'ai pas trop le temps, mais franchement, j'aurais envie de le relire, vous voyez, en papier, quoi, pour voir le plaisir de tourner les pages. Voilà, mais ça a été petit craquage. Et puis, bon là, j'ai encore fait un peu mon mouton. Parce que j'avais dit que je l'achèterais en brochet, puis tout compte fait, je l'ai trouvé d'occasion. Oui, il est comme neuf. Hein. D'occasion, Vinted et le diable. Hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Vinted et le diable. J'ai pas lu en plus le premier roman qu'ils ont traduit de cette autrice, mais c'est pas grave. C'est Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichec qui avait écrit Cœur de sorcière, toujours chez Sabran, ou Sabran, je sais pas comment on dit. Là encore une fois, on va être dans de la mythologie viking, donc ça me tentait fortement. J'aime beaucoup J'avais dit de l'acheter en brochet, puisque c'est pas la suite de Cœur de sorcière, hein, c'est une histoire à part, mais
Je veux que ma vie m'appartienne. Mais j'ai craqué, je l'ai vu, voilà, pas trop cher. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. J'aime beaucoup leur couverture. Pour le meilleur ou pour le pire, vos destins sont liés. Le sort qui nous lie. Si je me souviens bien, on suit une jeune femme qui a des pouvoirs, mais qui n'ose pas le montrer, parce que ça pourrait lui coûter la vie. Hein. On est donc je ne sais pas à quelle époque on est, mais on est dans un univers viking, donc je suppose pas plus loin que les années 1900, certainement avant. Un viking, je crois que c'est assez étendu quand même, hein, donc je ne sais pas trop. Elle a comment... Ah non, c'est pas ça, je me trompe. Ah, c'est pas ça, je confonds avec un autre livre. Je suis complètement plantée. Alors, on est bien dans un univers viking et dans le passé. Hein. Ça, je me suis pas plantée. Mais non, c'est pas ça du tout. On va suivre 3 jeunes filles qui partagent leur amitié et leurs rêves. La jeune Oni aspire à une vie paisible, contrairement à sa sœur Sidney qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Gunhild, quant à elle, veut pratiquer la magie, quoi qu'en pense sa famille. Lorsqu'une prophétie révélée par une devineresse les condamne toutes trois à connaître la violence et la mort, elles se jurent de toujours s'entraider afin d'échapper à ce triste destin. Voilà. Je sais, j'ai confondu avec Un destin ancré dans le sang de Daniel Jensen. C'est aussi de la mythologie viking, c'est pour ça que j'ai confondu. En tout cas, enfin, l'objet livre est super beau. Et puis, bon, voilà. J'ai été faible encore une fois. J'ai reçu, alors ce week-end, oh là, ils sont lourds. Alors ça m'attendait dans la boîte aux lettres. Les fantômes de Sleepy Hollow. J'adore la légende de Sleepy Hollow. Par contre, il faudrait que je m'achète ou que j'emprunte l'histoire. C'est Irvine. Merde, j'arrive pas à trouver le nom de l'auteur. Celui qui a écrit la légende du Sleepy Hollow. Irving Melvin, je crois, je sais plus. Voilà, donc il faudrait que je lise l'histoire d'origine. Là, c'est dans la collection Hachette Rose, Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino. Donc c'est tiré des Disney. Et là, en fait, on est à notre époque, on fête le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow. Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Elle est descendante de la première Katrina van Tassel. Donc, je crois que c'est celle qui a vu le... Je ne sais plus trop même par rapport au film. Il faudrait que je revoie le film de Tim Burton avec Johnny Depp et Christina Ricci. Parce que je ne me souviens plus trop non plus de... Je sais que c'est Ichabod Crane, le nom du personnage joué par Johnny Depp. Mais j'ai oublié pas mal de trucs. Voilà, donc... Bon, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle, perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie loin de Sleepy Hollow. Bon, c'est très court, hein. Alors, par contre, vous voyez le jaspage. Bon, c'est pareil, j'ai trouvé d'occasion, j'étais contente parce que du fait qu'il y a du jaspage, vous payez plus cher que les Hachette Heroes habituels. Chaque famille a des cadavres dans le placard. La seule différence dans la famille de Kat, c'est qu'ils n'ont pas de tête. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte en allant sur les réseaux que j'avais acheté les contes macabres illustrés par Benjamin Lacombe. Donc, chouette, hein, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est quelle maison d'édition d'ailleurs, ça? C'est Hachette aussi? Non, Édition Soleil. Tout va bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 2 volumes. Parce qu'en fait, les histoires, les contes macabres, pardon, les contes macabres, c'est les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, illustrées par Benjamin Lacombe. Peut-être que je reprenne les choses dans l'ordre. Et donc, je suis contente, j'avais acheté, mais comme je les ai lus déjà plusieurs fois, les histoires extraordinaires, je me suis dit, je vais pas les relire tout de suite, quoi. Et je me suis pas rendu compte qu'il y avait un volume 2. Et là, je suis contente, j'ai trouvé le volume 2. Pareil, en occasion, toujours illustré par Benjamin Lacombe, avec cette fois une petite photo de Edgar Allan Poe, qui fait pas très gai, hein, quand même. Mais bon, maintenant les histoires extraordinaires sont pas super gaies. Du coup, ça me redonne envie de les lire, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps. Il y a quand même pas mal. Puis Benjamin Lacombe, quoi. Voilà, ces illustrations sont superbes. Alors, j'adore Edgar Allan Poe. J'adore les illustrations de Benjamin Lacombe. Je ne pouvais pas passer à côté. Mais franchement, j'avais absolument pas capté qu'il y avait un tome 2. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé parce que je me suis dit, ouais, maintenant, pour le trouver, si ça se trouve, il est même plus vendu, il va être introuvable. Et j'ai trouvé d'occasion. Et je me suis enfin commandé aussi d'occasion. Il y avait les tomes 1 et 2 du manoir Sheridan. Donc, vous avez le tome 1 ici. Le tome 2 ici. Alors, c'est de La Montagne Mailly. C'est aux éditions Vent d'Ouest. Alors là, en fait, on va suivre un jeune homme, Daniel, qui a dévalisé la caisse d'un magasin général. Nous sommes au Québec en 1922.
Donc il s'enfuit avec l'argent, mais il manque de se noyer dans les eaux d'un lac gelé. Il est sauvé par Angus MacMahon, qui l'emmène dans son manoir, le manoir Sheridan. Et bon, apparemment, il y a une aile qui est du manoir qui est totalement interdite. Il y a la nièce d'Angus, la belle Edana, qui semble plongée dans un profond état de catalepsie. Ça me fait penser à la chute de la maison Usher, ça, de Edgar Allan Poe, justement. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Vous voyez, c'est trop, trop beau. Ça fait gothique à mort. Et ça, j'adore. Quand j'aime bien les dessins aussi. Voilà. Il y a un moment déjà que je lorgnais dessus. Et j'ai acheté sur Momox, mais ils n'avaient plus le tome 1. Ils n'avaient plus que le tome 2. Et là, ils avaient à nouveau le tome 1. Donc j'en ai profité. Et vraiment, j'ai l'impression que cette maison... Ça m'a vraiment pensé à la chute de la maison Usher. Et on a l'impression d'avoir encore des maisons vivantes, en fait. C'est ça qui est assez angoissant et fascinant. C'est que c'est des maisons presque vivantes. Ouais. On a l'impression que ça me donne. Après, j'ai pas lu l'histoire, je ne sais pas. Donc voilà, je vais clore ici ce vlog, parce que sinon ça va encore être trop long. J'avoue que je suis en train de réfléchir un petit peu au niveau des vlogs, ce que je pourrais faire de différent. Mais je vous en reparlerai lors d'un autre vlog, sinon ça va être beaucoup trop long. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, à me dire si vous en connaissez certains. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!